Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour Anthony. On se retrouve pour cette troisième vidéo sur la chaîne critique. C'est ça. Et sur le détail de la troisième étape qui est l'exécution. C'est ça. On parlera aussi un petit peu de l'outil après. C'est ça, exactement. Et Okay. puis on éludera en fonction des questions que tu voudras problème. poser. Donc l'exécution, elle fait suite donc à, on a formé les équipes. Oui. On a créé la gamme du projet, c'est-à-dire qu'en fait on connaît à peu près le contenu des projets de manière générique et on sait prendre cette gamme pour créer les projets du reste du portefeuille projet. Okay. On a mis en place en fait le pipeline du client, c'est-à-dire qu'on a l'entonnoir avec les projets non démarrés, les projets prêts à démarrer, les projets en cours et les règles de gestion qui permettent de clôturer un projet, de lancer un nouveau projet en fonction du débit. Et donc maintenant, comment on exécute un projet. Oui. Et donc là en fait on va utiliser plusieurs approches. La première en fait va être basée sur le management visuel et la deuxième va être aussi basée sur l'encours. Donc on va commencer par la deuxième parce que c'est la plus simple. En fait on va regarder les différentes tâches qu'on va avoir à faire dans le projet et on va contrôler le niveau d'encours des tâches de la même manière qu'on aurait contrôlé en fait l'encours du projet. C'est-à-dire que c'est pareil, un projet qui fait 80 tâches, hein, je dis ça au hasard, Oui. s'il y a 10 personnes qui travaillent sur ces 80 tâches, en fait on ne va surtout pas donner les 80 tâches en même temps à faire. C'est-à-dire qu'on va les donner au fur et à mesure. Et on va prioriser ça en contrôlant en fait l'encours du niveau de projet. On va peut-être se dire que voilà, par rapport à un projet qui fait 80 tâches chez 10 personnes, et ben en fait, il faut peut-être qu'il y ait entre 10 et 13 tâches en cours, toujours pour que ça se passe bien. Okay. Et en fait, dans cette phase d'exécution, c'est là qu'on va mettre en œuvre la notion de kit complet. C'est-à-dire qu'on va utiliser la gamme, vérifier que les données d'entrée, les données et les livrables sont faits pour entamer la tâche d'avant. Donc ça va nous permettre de s'assurer que quand on démarre une tâche, on a tous les éléments pour la terminer. Et ensuite, on va utiliser le principe de la course de relais en chaîne critique, c'est-à-dire en fait, dans notre projet, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y a en fait une chaîne qui est la chaîne critique, donc qui est la plus longue séquence à l'intérieur du projet en évitant les conflits de ressources. Et en fait, c'est ça qui fait la longueur du projet. Et en fait, on va mettre en place ce principe de course de relais où la ressource A va en fait prévenir la ressource suivante sur la chaîne critique pour lui dire je vais terminer ma tâche dans 5 jours, dans 4 jours, dans 3 jours, Oui. prépare-toi à la recevoir. Comme ça en fait la ressource B en fait se met en position de pouvoir commencer sa tâche. Okay. Et ça c'est un très bon moyen en fait d'accélérer les projets puisqu'en fait sur la chaîne critique, comme c'est ce qui fait la durée du projet, mais en fait toute journée gagnée ou toute heure gagnée sur la chaîne critique c'est en fait une heure de gagner sur l'ensemble du projet. Alors c'est plus efficace et je rajouterais que pour avoir l'occasion de discuter avec des clients que tu as accompagnés, clairement il y a aussi un côté serein chez les gens qui ont pas plein de tâches à réaliser en même temps, ils savent sur quelle tâche travailler, ils savent que leur chef sait sur quelle tâche ils doivent travailler, et cet alignement-là, il apporte beaucoup de sérénité quand même. C'est ça, et en fait quand il le couple avec le fever chart qui est à la fois du projet et du projet, ça finit en fait d'aligner l'organisation sur le portefeuille projet. Ouais. En fait il y a encore dans les phases d'exécution, et en fait il y a une deuxième chose qu'on fait, donc c'est la mise en place de ces fever charts. Il y a le fever chart du projet, où on va regarder le pourcentage d'avancement de la chaîne critique et comment on consomme le buffer par rapport à ce qu'on avait planifié. Et donc là en fait on va avoir un code couleur vert, jaune, rouge pour dire comment se situe le projet. Et en fait, si on est dans le vert, le projet est en avance parce qu'on consomme le buffer moins vite que prévu. S'il est dans le jaune, c'est normal, on consomme le buffer au rythme qu'on a prévu de le consommer. Ça peut valoir le coup d'aller poser des questions, savoir ce qui se passe dans le projet, mais il ne faut pas s'exciter. Et en fait, dans la phase rouge, là par contre, on n'est toujours pas en retard, parce qu'en fait, c'est vraiment quand on a... C'est ça. On n'est pas en retard dans la phase rouge, c'est-à-dire qu'on, par contre, on surconsomme le buffer tel qu'on l'a prévu. Et donc, en fait, là, par contre, il faut commencer à voir s'il n'y a pas des actions, des décisions à prendre pour justement remettre le projet potentiellement sur les rails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, potentiellement, il peut y avoir en fait des risques, des risques sur ce projet. Donc ça, c'est vraiment sur le fever chart du projet. Et à côté de ça, on a le fever chart du portefeuille projet, où on va voir en fait le statut de la même manière, le pourcentage de consommation de la chaîne critique, le pourcentage de consommation du buffer, mais on va voir sur les 9 ou 10 projets en cours, enfin du moins sur les projets en cours, et on va positionner. Et c'est pareil, si un projet est dans le vert par rapport à un projet qui est dans le rouge, et bien en fait d'un point de vue structure décisionnelle de management, on va peut-être réallouer des ressources en fait sur le rouge, prendre des ressources du vert pour les mettre sur le rouge, geler le vert pour bouger toutes les ressources, le mettre sur le rouge, et c'est assez intéressant. Il y a un phénomène qu'on voit quand on fait la formation pour nous en chaîne critique. On a un exemple où on a 9 projets en fait qui sont dans le pipeline. On leur explique ce que c'est les couleurs vert, jaune, rouge, comment ça fonctionne, et en fait en l'espace d'une minute, le groupe est capable de voir 4 décisions
qu'ils peuvent prendre en fait à travers ce fever chart là. Et en fait, la question qu'on leur pose généralement une fois qu'ils ont pris ces 4 décisions, on leur demande dans votre structure de projet actuelle, est-ce qu'en 1 minute vous êtes capable de prendre ces 4 niveaux de décision? Et en fait, très souvent, malheureusement, en fait, on voit que la réponse est plutôt négative. Plutôt négatif. Et en plus, sur le fever chart uniquement d'un projet, on peut reconstituer l'histoire en le lisant, ce qu'on ne peut pas faire avec un Gantt. C'est ça. En fait, c'est une deuxième chose en fait, qu'on fait dans la formation. Alors, soit, de temps en temps, en fait, les gens qui nous appellent en fait, ont déjà eu un petit vernis aux chaînes critiques. Enfin, il y en a toujours un qui connaît au moins le fever chart. Donc, en fait, on explique aux gens ce que c'est le fever chart. On demande à cette personne de sortir de la salle. Et en fait, on prend un exercice où on construit le fever chart avec le groupe. Et on construit le fever chart où il s'est passé différents événements et on refait rentrer en fait cette personne qui avait déjà un petit vernis sur ce que c'est le fever chart et la chaîne critique et on lui montre que le fever chart final et on lui demande de l'analyser. Et là en fait c'est très rigolo parce qu'on voit que la personne elle est capable en fait de repérer les endroits clés du projet où il s'est passé des choses bizarres et elle est même capable de suggérer en fait de ce qui s'est passé à l'intérieur du projet alors qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans le projet. Donc ça c'est vraiment 2 effets sur fever chart, c'est 2 effets waouh où en fait on arrive vraiment à voir ça en fait. Ok, donc sur la partie exécution du management visuel et de la gestion d'en cours. C'est ça. Les deux aspects. Alors ça, je l'ai vu faire sans outils, clairement. Ouais. Ça peut se faire, on peut démarrer la démarche comme ça. C'est clair. Parce qu'on est sur la posture managériale et qu'on est sur une gestion de management visuel qu'on peut faire sur Brown Paper ou sur Tableau pour démarrer. C'est ça. Par contre, quand on parle de portefeuille projet un peu plus important ou dans les vidéos précédentes, tu parlais de plusieurs centaines de tâches dans un projet, il faut un peu s'outiller quand même. C'est ça. En fait, clairement, l'outil, à quoi ça sert? Ça sert à aller plus vite pour faire du calcul plus rapidement ou du calcul de plus gros volume. Oui. C'est les 2 fonctions d'un outil, quoi qu'il arrive. Donc, on a des clients, le client qu'on évoquait dans une précédente vidéo où il est passé de 90 projets à 4 projets dans long cours, lui, ce client-là n'a pas besoin d'outils parce qu'en fait, à 4 projets, 4 personnes, il sait à peu près suivre ses projets, il n'a pas besoin d'un outil, il n'a pas besoin d'une puissance de calcul pour. Par contre, effectivement, on a un autre client où lui, il gère des projets de 1500 à 2000 tâches, où il a une vingtaine de projets en parallèle à gérer avec une équipe limitée. Là, pour le coup, avoir un outil en fait qui permet de choisir ces tâches-là, de prioriser ces tâches-là, de regarder la charge capacité des projets, d'identifier la ressource critique et aussi de simuler, parce qu'en fait, les outils de chaîne critique permettent aussi de réaliser des simulations. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute cette ressource? Qu'est-ce qui se passe si je retire cette ressource, etc., etc. Ça permet vraiment de faire ça et de voir en fait l'impact que peut avoir sur le projet. Donc en fait, ce sont des outils qui fonctionnent généralement en propre, alors soit en prémisse ou en cloud, ou alors parfois il y a aussi certains add-ons. Bon après, les add-ons sont très bien, mais en fait ils sont très connectés à la mise à jour en fait de Microsoft Project et tous ces éléments-là, ce qui peut avoir certaines limites. Mais en tout cas, le message clé autour de l'outil, c'est que l'outil, c'est qu'un support à une méthode. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on garde 80 projets en cours à 4, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, en fait, ça ne servira à rien. Donc, typiquement, nous, dans notre parti pris, l'outil nous sert à la phase du construction du network diagramme pour accélérer en fait l'identification de la chaîne critique, accélérer en fait le calcul du buffer et éventuellement repérer la ressource critique. Ensuite, pendant les phases de pipelining, d'exécution et de management visuel, on ne l'utilise pas. Clairement, parce qu'on veut concentrer en fait nos clients sur la prise de posture, les comportements à mettre en place et l'exécution de ça. Et il n'y a pas besoin d'un outil pour appliquer une règle de management. Et en fait, une fois que ces 2 phases-là et que les règles sont en place, là, l'outil va revenir dans son mode d'exécution final, où il peut servir à mettre à jour les fever charts plus rapidement, à sélectionner les tâches éventuellement plus rapidement quand il y en a beaucoup. Donc vraiment, c'est ça en fait la fonction des outils qu'on utilise aujourd'hui dans notre approche de management de projet par le flux. Ok, bah c'est très clair, Anthony. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.